Je me trouve à Carpentras, capitale du comtat venessin, devant la façade de l'Hôtel-Dieu. Carpentras est une ville d'environ 29 000 habitants. La ville est célèbre pour son marché le vendredi matin. Devant l'Hôtel-Dieu, la statue de Monseigneur d'Inguimbert, qui justement a demandé à ce que l'édifice soit construit à la moitié du XVIIIe siècle. L'endroit se trouvait en dehors des remparts. Cela permettait d'éviter aux malades d'être en contact avec les miasmes du centre-ville. Il y a une belle croix au bout de l'esplanade, devant l'Hôtel-Dieu. En toile de fond, on aperçoit le clocher de la cathédrale Saint-Siffrin. Le balcon de l'Hôtel-Dieu est soutenu par une double paire de colonnades à chapiteaux ioniques. À l'intérieur, il y a une médiathèque et une importante bibliothèque, et aussi une apothicairerie. Tout ceci est réalisé avec la délicatesse des siècles anciens. Que pouvons-nous voir de l'édifice? Eh bien, rien, hélas, car le lieu est fermé au public le matin. La grille se referme sur des trésors à peine entrevus. Qu'importe. Allons jeter un coup d'œil à présent dans le vieux Carpentras. La ville devrait plaire aux gourmets. On y fabrique des berlingots et des fruits confits. Ce cèdre n'a que quelques cônes à montrer. Mais il est bien concurrencé par les platanes sur la place Aristide-Briand. La place Aristide-Briand touche à la place du 25 août 1944. Le marché s'y installe, mais le marché est également installé dans d'autres endroits de la ville. Le marché de Carpentras a une grande réputation. À cet endroit se trouvait l'ancien couvent des Dominicains du XIVe siècle. Il y avait ici une église aussi grande que la cathédrale. Elle a été détruite à la Révolution, le chœur a été conservé et à la place on trouve l'office de tourisme. Gagnons le centre-ville. En 1274, le roi de France, Philippe III le Hardi, rétrocéda le comtat venessin au pape Grégoire X. En 1313, le pape Clément V s'installe à Carpentras. Mais il meurt l'année suivante et son successeur s'installe à Avignon.
Toutefois, ville industrieuse, ville bien située, Carpentras n'a cessé de prospérer et de s'embellir dans les siècles suivants. Une de ces fontaines qui font le charme du Midi, comme à Pernes-les-Fontaines. L'ancienne capitale était Pernes-les-Fontaines. Empruntons la rue de la République. La rue de la République débouche sur la place du Général de Gaulle. Dans la rue Maurice-Elmire, qui se détache sur la droite, on peut voir des demeures bourgeoises. Revenons vers la rue de la République. Nous allons arriver place du Général de Gaulle. La façade de la cathédrale impressionne. De Kathedrale. Er zijn er 3 van in de wereld, dus 3 katholische universiteiten in Parijs. En dat zijn Allons voir la cathédrale Saint-Siffrin. La construction de la cathédrale, bel exemple d'architecture gothique, mais pas seulement de ce que je vois, a duré plus d'1 siècle. Voilà le gothique. Le style effectivement est composite. Voilà des éléments de gothique. Et là, c'est peut-être la Renaissance. Voilà une devise qu'on ne voit pas d'habitude sur des monuments religieux. C'est à la demande du pape Benoît XIII qu'en 1404, on a commencé à construire cette cathédrale qui a été achevée à la fin du XVIe siècle. Mais cette façade est dans le goût italien et date du XVIIe. L'intérieur est un peu sombre. Le genre de choses qu'on ne voit pas d'habitude dans les chapelles.
de doute, c'est gothique. Chapelle Saint-Joseph. Dans les chapelles, il y a des tableaux de Mignard et de Parocel, mais je ne pourrais pas les attribuer. Les vitraux de la façade. Allons voir le chœur. Observez la gloire en bois sculpté. Dans le chœur, le sculpteur provençal Bernus a réalisé différentes œuvres. Chose importante à gauche du chœur, la chapelle du Saint-Cloud. Ce qui m'amène à vous conter une histoire sur Carpentras. La mère de l'empereur Constantin avait fait fondre un clou de la croix du Christ pour former un mors pour le cheval de son fils, l'empereur. Le Saint-Cloud est donc devenu le Saint-Maur. Il était conservé dans la basilique Sainte-Sophie de Constantinople. Volé en 1204, on le retrouva en 1260 à Carpentras. Et il est désormais le symbole de la ville. Il est désormais conservé dans un reliquaire qui se trouve dans un petit endroit, dans une petite chapelle à droite de la chapelle du Saint-Cloud. Voici le reliquaire en question qui contient le Saint-Maur. Le Saint-Maur est l'emblème de la ville de Carpentras. Quant à la devise de la ville de Carpentras, c'est « Dans l'union et la force, dans la division la fragilité ». La chapelle Saint-Siffrin est de style baroque du XVIIe siècle. Chapelle de la Croix. Quant à la chapelle de la Sainte Vierge, dans un style baroque italien, elle ne manque pas d'allure.
La copine Sainte-Thérèse de Lisieux, j'habite pas loin. Pleine de bonnes intentions, il y a encore du boulot. Il était temps de sortir, la cathédrale ferme pour les heures du midi. Grâce à Sainte-Thérèse de Lisieux, vous voyez, j'aurais pu tout filmer. Ça sert d'avoir une copine comme ça. Le grand bâtiment qui se trouve à côté de la cathédrale Saint-Siffrin, c'est le palais de justice de Carpentras. Et dit-on Carpentras ou Carpentras? Il va falloir que je me renseigne si je ne veux pas avoir l'air ridicule jusqu'à la fin. Contournons la cathédrale par le sud. Ah, j'ai bonne mine. Une dame m'a dit qu'on dit Carpentras. Comme on dit Chamonix et non pas Chamonix. La Clusaz et non pas la Clusaz. De beaux magnolias ont été disposés le long du flanc sud de la cathédrale. La partie sud de l'édifice mérite le coup d'œil. Le tympan est peint et non pas sculpté. Et il y a une vierge au trumeau. Encore une fontaine sur la place. Et tout ceci sous le soleil de Provence. À l'angle, une belle demeure. C'est la maison du patrimoine. Il y a des petits détails croquignolés partout. Contournons la cathédrale par son chevet. Les gargouilles sont là, mais en Provence, elles servent moins qu'ailleurs. Appliqué contre le flanc nord de la cathédrale que je viens de contourner, il y a un arc romain, dont l'accès est malheureusement impossible à cause de travaux. L'arc romain a été construit au tout début de l'Empire, sous Auguste. Sur ses deux faces, il représente des captifs enchaînés. Le beau bâtiment de la Poste. On peut en faire une, non? Ça vers la place du Général de Gaulle. Belle porte sculptée appliquée contre le flanc du palais de justice. Me voici revenu à l'extrémité nord de la place du Général de Gaulle.
je reprends ma route après avoir fait une petite pause déjeuner dans une brasserie qui m'a offert un vin rouge du Ventoux particulièrement goûteux. Dans cette brasserie, je ne me souviens pas d'avoir bu un vin aussi bon depuis longtemps. Je poursuis vers la place du colonel Mouret. Elle est agrémentée d'une charmante petite fontaine. Par le dédale de ces rues, nous allons voir un panorama sur les dentelles de Montmirail. Petit détour par la rue Raspail. Les anciens remparts de la ville se trouvaient à cet endroit. On tourne dans la rue des Frères Laurence. On se trouve au niveau de la chapelle des Visitandines, qui date de 1717. La rue atteint des escaliers, d'où nous allons avoir un beau panorama. En contrebas, invisible à nos yeux, coule l'Auzon. Mais voici les dentelles de Montmirail. À présent, revenons vers la ville, par la porte d'Orange. La porte d'Orange est l'une des 4 portes fortifiées qui permettaient l'accès à la ville de Carpentras. Édifiée à la fin du XIVe siècle, la tour d'Orange mesure 26 mètres. Et pour être précis, si la porte d'Orange constitue l'une des 4 portes d'entrée, il y avait tout autour des murailles de Carpentras 32 tours défensives. Franchissons la porte. La porte d'Orange se visite. On emprunte la rue Porte d'Orange. Intramuros, cette porte a un aspect bien différent. D'autres curiosités nous attendent. Voici le beffroi, avec son campanile de fer forgé. La place de l'Horloge, avec ses arcades. Voici l'horloge qui justifie le nom de la place.
La place de l'Horloge se prolonge par la rue des Halles. Les couverts de part et d'autre abritent de nombreuses boutiques. Sur la droite, un peu plus loin, s'ouvre le passage Boyer, qui s'apparente à un véritable passage couvert parisien. Le passage Boyer date de la moitié du XIXe siècle et il a été construit pour relier les petites halles et le marché de pommes de terre. La température y est plus douce. Une petite restauration s'impose. Poursuivons. Le passage Boyer est également appelé rue Vitrée à cause de sa couverture. Il a été édifié en 1848 par les chômeurs des ateliers nationaux. Ça me donne envie de refaire le circuit des passages couverts à Paris. On arrive rue d'Inguimbert, vous savez, le fameux religieux qui a fait élever l'Hôtel-Dieu. Coup d'œil sur la Poste et la cathédrale. Nous allons prendre la rue d'Inguimbert de ce côté. La Poste. On débouche place de la Juiverie. C'est ici que se trouvait le ghetto. Voici la fontaine de l'Ange. Originellement, elle datait de 1730. Elle a été détruite en 1904 par la municipalité, sauf l'Ange. Il a fallu attendre 2004 pour qu'elle soit reconstruite à l'identique, mais déplacée ici. Un véritable chef-d'œuvre. C'est sur cette place de la Juiverie que se trouve l'hôtel de ville. La place de la Juiverie se prolonge par la place Maurice-Chartier, que voici. Allons voir la façade de l'hôtel de ville, côté de la rue des Halles.
le saint mort, emblème de la ville. Revenons place Maurice Chartier. De ce côté à présent, voici la chapelle des pénitents blancs. À proximité, les locaux de la sous-préfecture du Vaucluse. Je n'ai pas trouvé l'entrée de la synagogue et je tourne dans ce bloc de maisons. Voici la synagogue. Elle se trouve place de la Juiverie. J'étais passé devant sans même l'avoir aperçue. Cette synagogue est la plus vieille de France. Elle se visite encore aujourd'hui. C'est une synagogue médiévale merveilleusement conservée. La visiter me ferait perdre beaucoup de temps car je veux aller voir Vénasque en fin d'après-midi. Alors je poursuis ma route. Revenons de ce côté. Je me retrouve à la chapelle des pénitents blancs et je vais tourner sur la droite. Par la rue Cotier, nous allons longer le bâtiment de la Charité, qui date de 1669. La Charité abritait les nécessiteux. Ces caves abritent désormais des expositions. Passons par cette petite voûte. On débouche devant l'hôtel de Bassompierre, reconnaissable à ses cariatides. Dans le coin, demeures anciennes avec fenêtres à meneaux. La chapelle du Très Saint Crucifix. Face à la chapelle, la MJC.
On descend par la rue Gaudibert-Barré. Elle se prolonge par la rue Barjavel. Il ne s'agit pas de l'écrivain René Barjavel. C'est un médecin du 19e siècle ici. Pour clore le circuit, allons rejoindre l'allée des Platanes, qui fait partie du périphérique de Carpentras. L'allée des Platanes mérite son nom, mais bruyante, elle ne mérite pas un intérêt très grand. Je rejoins la place Aristide-Briand et l'Hôtel-Dieu qui était le départ donc de ma visite. Je vous ai fait une petite présentation loin d'être exhaustive des curiosités de Carpentras. Je n'ai pas vu l'intérieur de l'Hôtel-Dieu, ni l'intérieur du palais de justice, ni la synagogue. Ajoutez à cela différents musées. Cela vous donnera peut-être envie de faire un petit déplacement dans la région, qui regorge d'ailleurs de bourgs et de villages intéressants. L'arrière de l'office de tourisme. Ça, c'est une partie de l'Hôtel-Dieu. Je regrette de ne pas avoir le temps de vous montrer les jardins. Comme je vous l'ai dit, je compte aller voir le village de Venasque. Retour donc sur la place Aristide-Briand, couplée à la place du 25 août 1944, qui ne compte plus le marché. On termine par là où j'ai commencé. Mais cette fois-ci, la façade de l'Hôtel-Dieu est éclairée par le soleil. Merci, Monseigneur. Quand même, je vois que la porte est ouverte. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil. Pas grand-chose de plus finalement.